Bienvenue à ce spécial Fête du Canada de la saison 2 des émissions d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Hey, bonjour Benoît, coucou tout le monde. Bonjour, bonne fête du Canada. Merci bien, merci bien. Pareillement, je ne sais pas comment ça se fait, quoique tu es plus près de la capitale du pays. Ça doit célébrer plus fort que chez nous, dans mon coin de Laurentide. La fête du Canada, c'est pas celle qui se fête le plus au Québec, mais dans plusieurs communautés autochtones, ça se fête très fort. Oui, absolument. Donc, bonne fête du Canada à tous les auditeurs, auditrices. Puis je tiens à remercier le groupe Focus pour leur contribution aux émissions. Oui, puis il y a toujours un poste de libre si vous voulez vous joindre à l'équipe pour faire des recherches et donner votre avis et construire l'émission. Ça va être toujours un plaisir de vous recevoir. Excellent. Est-ce que tu avais des retours à faire? J'ai un retour sur l'émission passée, mais pas sur l'émission comme telle. Je vais me préciser. En fait, l'émission est terminée d'enregistrer avec Lynn. La journée s'est passée. Mais le soir, lorsque je me suis couchée, j'ai fait une belle méditation. Et c'est Félix Leclerc qui est venu à moi. Et j'ai trouvé ça particulier. Je l'ai accueilli. J'étais très heureuse qu'il vienne me voir. Et il est venu avec un mandat particulier. Il avait quelque chose à régler avec son père, un genre de sévérité ou de dureté paternelle ou quelque chose qui ne passait pas encore chez Félix. Et il est venu que pour ça, comme si c'était vraiment un dernier morceau qui lui restait à travailler sur son ancien programme d'incarnation, si on peut dire. Alors, c'était beau parce qu'il y avait beaucoup de lumière rose, de lumière verte et de lumière jaune, hein, les trois couleurs de Félix qui ont servi et ça a été transmuté par rapport à son père. Et j'en ai profité pour lui demander son secret, hein, parce que lors de l'émission, j'avais dit, hey, il a réussi à capter le rose. L'homme a réussi à rentrer dans toute sa présence pour bien faire son mandat avec amour. Et ça, c'est grandiose. Donc, il avait compris énormément de choses, comme rassembler les gens par des chansons, entre autres, mais c'est là où ce qui est arrivé à son gros message ou sa grande leçon d'incarnation qui m'a partagé comme un grand secret de la palisse. Et c'est là où je l'ai entendu chanter pas grand-chose. Deux phrases, mais deux phrases, oh mon Dieu. Premièrement, c'était des notes très graves, mais amoureuses. Donc, il a dit deux phrases. Il dit, quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Il a arrêté là, il n'a pas chanté toute la chanson au complet, mais de la manière qu'il me le dit avec sa voix, là, très grave, mais résonance juste. Il y avait quelque chose là-dedans qui a comme dévoilé la vérité de son évolution. Et c'est vraiment comme ces deux phrases-là qui a compris profondément et qui a permis à Félix de tracer sa voie, si on peut dire, vers son évolution, son ascension rendu là à un certain niveau. Alors, j'ai trouvé très généreux de me partager les deux phrases les plus marquantes de toute son histoire qui l'a fait évoluer à son plus haut niveau. Et par la suite, j'ai été sur YouTube parce que ces notes étaient tellement belles de ces deux phrases-là. Je me suis dit, je dois aller chercher l'équivalent niveau matière. Et cette chanson-là, on l'avait mis hein, l'année passée à la spéciale nationale où il l'avait chantée avec Gilles Vigneault puis Robert Charlebois. Puis c'est pas mal ces versions-là qui existent sur le web, mais j'ai réussi à trouver une chanson, ben cette chanson-là, où il joue à la guitare chez lui et il s'accompagne tout seul. Ben c'est bien, c'est bien. Fait que je vous la partage. C'est la première fois que j'ajoute une chanson en retour. Euh, mais sérieusement, c'est encore loin de ce qui a résonné dans mon oreille quand il m'est là chanté avec douceur et justesse et profondeur.
Donc, je voulais juste vous dire que c'est un secret de la palisse bien gardé. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Ben, à partir de ce moment-là, il y a une autre compréhension qui se forge au niveau de notre plan d'ascension. Et dans le cas de Félix, ça lui a réussi parfaitement parce qu'il a tellement bien évolué qu'il a plus de karma à faire ou à défaire, si on peut dire, dans le contexte d'une prochaine incarnation. Alors, c'est une âme qui est rendue au dharma. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'aimer, il a accepté de s'élever. Et là, je parle de ça. Puis il y a un beau jet blanc qui entoure le rose de Félix. Et il y a encore un petit peu d'éléments à détacher, comme je viens de voir un truc au niveau de sa gorge, mais c'est tellement minime, puis ça se fait tellement facilement. Alors, j'ai trouvé ça un beau cadeau d'assister. Dans le fond, ce qui coinçait encore au niveau de Félix, puis c'est plus grand-chose, ça s'est fait quand même rapidement. Et de vous dire que le sens profond du message de son incarnation au complet, là, se résume avec ces deux phrases-là. Et ça m'a connecté à une histoire que j'avais déjà lue concernant Maître Jésus, alias Yeshua ou Sananda. À un moment donné, quand il était revenu d'une initiation, il avait passé 3 semaines dans le désert et il était bien conscient que la solution passe par l'amour, tu sais. Puis là, il était tout motivé à diffuser ce message-là. Et il a rencontré un guide qui l'a aidé dans le désert, qui a été de passage, puis qui avait pété sa balloune en disant, écoute, c'est vrai ce que tu dis, mais ça va prendre des milliers d'années. Jésus, sa balloune avait été dégonflée en disant, voyons, il est dans bien plate, lui, en m'annonçant que ça va prendre des milliers d'années. Mais dans le cas de Félix, c'est ça qui est merveilleux. Il a comme compris le message. Il l'a même associé à sa réalité, puis il a compris la même affaire. Alors, on commence la fête du Canada, qui a plein de chicanes. La chicane avec les Autochtones, hein, c'est pas réglé ça encore aujourd'hui. La chicane avec les Québécois francophones, c'est pas réglé ça aujourd'hui. Puis au niveau de l'international, il y a tellement de chicanes, fait que moi je trouve que pour une émission spéciale Canada, si on y va avec quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Eh ben là, j'ai des frissons barre en barre partout, puis c'est vraiment de la sagesse des grands de ce monde qui nous transmettent ce parfum-là. Alors, appliquez-le dans vos choix. Hein? Vous êtes fâché ou vous cherchez la bataille, mais passez par l'amour pour libérer la misère. Et déjà là, ça va faire des différentes semences que vous allez entreprendre. Et le résultat, au bout de ça, ben, c'est l'ascension. Et mais Jésus le fait, Félix Leclerc le fait à un autre niveau, mais quand même, c'est des belles réalisations d'âme. Puis je vous souhaite vraiment d'embellir votre création, votre réalité, vos réalisations par rapport à cet âge-là. Aimez plus et aimez plus. C'est plus fort, plus encore, encore plus, toujours plus. Et c'est l'antidote qui me fait à la misère, à la colère, à la peur, à tout ce qui est pas paix finalement. Alors, j'ai trouvé que j'avais eu un moment de grandes leçons de vie très simples, appliquées avec beaucoup de douceur, puis avec une âme, un homme extraordinaire. Alors, ça a été un très beau cadeau. Et puis, j'ai invité Félix s'il y a quoi que ce soit d'autre que je pouvais faire pour l'aider, ben, ça va me faire plaisir. Et encore là, je le remercie beaucoup de l'amour qu'il a apporté dans ces périodes difficiles. Parce que dans les années 1900, on s'entend qu'il y avait la Première Guerre mondiale, il y avait la crise économique. Tu sais, c'est pas facile la vie. Alors, si on peut aimer à travers ça, ben, ça met un beau baume sur la douleur. Voilà le retour que je voulais faire avec vous. Eh ben, merci beaucoup pour ce beau partage, puis merci à Félix pour sa contribution pour notre évolution personnelle. De, Mhm. de mon côté, il y avait aussi Louis-Joseph Palpineau qui était dans l'émission avec Félix la semaine dernière. Puis moi, ce qui m'a interpellé, c'est dans un premier temps, mon père, il était en train de lire une biographie sur Louis-Joseph Papineau. Ah oui. Puis j'avais déjà lu, t'avais fait un lien avec des vies antérieures en tant qu'Ulysse en Grèce, puis j'avais lu des différents livres sur les histoires d'Ulysse. Puis
ce qui m'a un peu frappé, c'est que dans les deux vies, il a été plusieurs années à l'étranger, autant comme Ulysse que comme Papineau. Donc, j'étais curieux de savoir c'est quoi l'impact sur l'âme quand on est plusieurs années loin de les terres natales. Est-ce qu'il y en a un? Je te remercie parce que comme j'avais dit, j'avais pas été voir Ulysse, puis j'y ai pas été par la suite. Fait que là, tu m'apprends que Ulysse aussi a eu un exode. Ben, écoute, ça varie d'un plan d'âme à l'autre, d'une circonstance à l'autre. Dans le cas de Louis-Joseph Papineau, ben, il a comme pas le choix d'être en exil pour sa vie, mais au niveau du plan de l'âme, c'est une autre réalité parce que il a poursuivi de la culture, de ses connaissances, de son évolution, de sa réflexion, de sa quête, et pour ça, il est allé chercher d'autres cultures qui ont peut-être plus l'esprit ouvert ou qui sont peut-être plus avancées sur certains points que d'autres. Alors, dans le cas de Louis-Joseph, si je reprends au niveau d'Ulysse puis au niveau de Louis-Joseph, les deux avaient un souci de protection. Donc, l'exil a été forcé à ce niveau-là. Mais de l'exil qui est pas nécessairement lumineuse parce qu'il y a beaucoup d'abandon en arrière de tout ça, puis il y a une tristesse qui est retenue. Ça, on peut le voir et à la fois chez Ulysse et chez Papineau. Mais ça fait partie du cadre. Des fois, si tu as besoin d'une grosse vague pour te décoller de ta zone de confort, puis de ce que tu maîtrises, puis de ce à quoi tu convois au niveau de tes ben, principes ou valeurs de base. Fait que dans le cas de Louis-Joseph Papineau, ça continue son histoire. Mais moi, je veux aussi revenir sur un point, OK? Tu m'as fait penser à ça en me parlant de Louis-Joseph Papineau. Je dis oui, c'est vrai qu'il est arrivé quelque chose avec Julie Papineau de mon côté. Euh, J'avais parlé que c'était une relation où c'était plus au niveau de la tête, hein? Un homme de tête, puis c'est très difficile pour une femme qui est aussi de tête à un certain niveau de se rapprocher de cœur à cœur avec son homme. Puis dans le cas de Julie, ben elle n'a pas le choix de véhiculer son mariage. C'est pas les mêmes mœurs que nous on a genre de 100, 200 ans plus tard. Et puis moi, ben c'est là que j'ai fait le pont d'un point commun avec Julie parce que j'ai marié dans cette incarnation-ci un homme de tête. Alors, j'ai tellement compati avec elle de savoir qu'est-ce que ça fait d'être avec un homme de tête. Oui, effectivement, très intelligent, très agréable à un certain niveau d'être avec un homme intelligent, mais il y a un vide incommensurable qui se crée dans son cœur, dans notre cœur, parce que justement, il n'y a pas de profondeur. On n'arrive pas à rentrer dans le cœur et d'avoir une relation cœur à cœur, dans ma âme, avec quelqu'un qui est trop dans sa tête. Alors moi, ben, j'ai remarqué que d'une relation de tête, j'étais pas heureuse là-dedans et je me suis soustrait lorsque ma famille était faite. Mais dans le cas de Julie, elle n'a pas pu comme se libérer à un autre niveau, puis elle est restée dans les complications que cette vie de tête-là a généré, dont entre autres l'exode, parce qu'il n'y a pas juste Louis-Joseph Papineau, ce qu'elle me transmise aussi, c'est qu'il y avait au niveau de ses fils, en tout cas un ou deux de ses fils qui étaient dans le même problème, puis qui ont dû eux aussi quitter. Fait que, bref, il y a eu une constatation de la réalité de deux différentes époques, mais avec le même problème, et de voir la liberté qu'on avait pour comment le gérer et mieux se positionner par rapport à ça. Et moi, je remercie cette expérience-là parce que ça me confirmé qu'à partir de maintenant, c'est le lien de cœur à cœur qui va faire bouger les choses dans mon statut de célibataire chronique. Alors, bref, on a avancé ces mémoires-là par solidarité, euh, justement, de comprendre que un choix bourgeois associé à un plan avec un homme de tête, ben, c'est très difficile au niveau amoureux et familial. Et j'ai eu beaucoup de compassion là-dessus et on a travaillé sur l'égrégore, justement, des femmes comme Julie et moi qui avons été dans un type de relation comme ça, qui a amené justement des difficultés relationnelles, dont amener le cœur à communiquer et à vibrer de l'amour
pour un rapprochement. C'est comme si les hommes de tête sont plus, ben les femmes de tête aussi, hein, sont plus accrochées à leur plan de tête qu'à un moment donné, ça crée des illusions à quelque part, puis des distorsions par la suite et une séparation en toute fin, tu sais. Alors, bref, on a travaillé pour nettoyer au niveau du pouvoir de la femme à ce niveau-là pour justement arrêter de prendre une relation par de simples calculs de tête. C'est ça. Fait qu'on a travaillé la tête et le cœur pour justement de meilleures relations amoureuses et familiales. Parfait, ben, merci beaucoup. Puis en parlant du couple Papineau, je voulais juste revenir, on avait partagé des détails, des informations sur le nombre d'enfants. Par contre, c'était le nombre d'enfants calculait seulement ceux qui avaient survécu au moins 1 an ou plus. Donc, ça tenait pas compte de fausses couches ou de peut-être mort-né. Donc, je Ben, pense. OK, c'est-tu 14 finalement en bout du compte? Ben, on n'a pas les détails, mais ça serait très possible. Ben, en tout cas, je vais bancaire à ce chiffre-là. Parfait. T'sais, on en parle, là, puis le 14, les frissons part bord en bord. Fait que j'étais encore à cette hypothèse-là, moi, du 14. Bon, ben, c'est parfait. J'aimerais faire un lien entre Louis-Joseph Papineau et le Canada par la bande d'un invité de l'année dernière de l'émission du Canada. Donc, lui et Louis Riel ont lutté pour assurer un statut d'égalité entre le français et l'anglais et notamment les cultures francophones et anglophones. Donc, ma question, c'est est-ce que Riel s'est inspiré de la résistance des francophones du Québec pour faire valoir les droits des Métis? Écoute, je te montrais ça à la caméra, là, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule, bord en bord partout. Fait que le fait d'associer Louis Riel à Louis-Joseph Papineau, c'est une combinaison extraordinaire. Parce que tu as juste fait le lien en disant chose, là, puis là, j'ai encore des frissons bord en bord partout. Fait que oui, il y a une corrélation profonde. Maintenant, est-ce que ces deux hommes-là se sont rencontrés? Est-ce qu'ils ont pu suivre l'histoire de l'un et de l'autre ou quoi que ce soit? Mais en énergie, moi, je peux te dire qu'il y a une connexion profonde. Maintenant, je n'ai pas le détail, mais, malheureusement, mais je te valide avec certitude que oui, il y a eu une inter-influence positive entre les deux hommes et c'est intrinsèquement lié parce que, comme je te dis, quand tu as mis les deux ensemble dans ta phrase, paf, il y a une explosion énergétique qui s'est produite. Là, la chair de poule a passé barre en barre partout pendant un bon moment. Ben, c'est tout le détail que j'ai. J'aimerais ça aller plus loin. Il faudrait que je médite sur le sujet pour aller là-dessus, mais on y reviendra, Benoît. J'ai pas assez de détails, mais je te confirme que oui, il y a une puissance entre les deux qui est reliée, effectivement. OK. Mais je sais que Louis Riel, il avait étudié dans la province de Québec dans les dernières années de vie de Louis-Joseph Papineau. J'ai pas l'impression qu'ils se sont rencontrés en personne, mais sûrement que que Louis Riel était au courant de. Bon, je te confirme. Bravo, je te remercie. J'ai encore des frissons bord en bord. Effectivement, je crois pas qu'ils se sont rencontrés. Tu as raison, tu as vu juste. Mais la légende de Louis-Joseph Papineau a s'est rendue jusqu'aux oreilles de Louis Riel. Puis là, ça a été confirmé bord en bord. Fait que oui, il a été une source d'inspiration par rapport à l'histoire. Ça, je peux te le confirmer, oui. OK. Parfait. Intéressant, hein? Mm. Oui. Excellent. Donc, moi, ça conclut mes retours. Oui, certainement. Puis, comme on parlait de l'émission de l'année passée, c'est encore accessible. On avait fait Jeanne Sauvé, on avait fait Louis Riel, William Lyon Mackenzie, puis je sais plus trop qui on avait fait, là. Et Friede Laurier aussi. Ah, merci de Saint-Pierre, oui. Oui, notre premier ministre francophone, oui. Ah, mais je suis contente qu'on l'ait fait. C'est vraiment deux premiers ministres que j'aimais bien. Mais là, aujourd'hui, on y va différemment. On y va spécial Brian.
Oui, absolument. Donc, mais l'année passée, les fêtes nationales, c'était beaucoup un volet politique, mais là, on, on varie plus. Donc, on fait euh, l'étude d'un politicien en Brian Mulroney, puis un artiste en Brian Adams. Ouais, ben ça, on va se le dire aussi, le fait qu'il manque quelqu'un aux recherches, on a été obligé de diminuer le niveau d'invités de nos émissions. Fait que c'est pour ça qu'on est à deux invités. Puis oui, en mélangeant le culturel et le politique, comme on a fait avec Louis-Joseph Papineau et Félix Leclerc, je trouvais aussi que c'était une belle thématique. Mais là, je veux juste faire une précision par rapport à Brian Mulroney. Euh, il, il est pas encore tout passé. C'est-à-dire que la journée de sa mort versus où ce qu'on est aujourd'hui, ça sera pas une grosse histoire, un gros travail parce qu'il y a encore une période de dormance. Cela dit, je voulais qu'on le fasse parce que il est décédé récemment. C'est une manière à nous de lui rendre un hommage. Mais c'est parce que j'ai été capable de capter des toute petite connexion ici et là qui ne dure pas et c'est normal quand on est en transition, mais j'ai quand même capté un certain niveau. Fait que je me suis dit, ça peut marcher, mais là, j'annonce que le résultat de notre invité aujourd'hui concernant Monsieur Mulroney, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, si on peut aller écornifler puis voir un peu ce qui se passe. Fait que c'est ça. Fait que c'est un pari risqué. On voulait le faire pour la fête du Canada, mais techniquement, il a fallu attendre peut-être un petit peu plus qu'il soit bien dégagé là de l'autre côté, puis qu'il soit plus réceptif ou être capable de mieux se connecter longtemps, au moins pour échanger. Mais en tout cas, c'est aléatoire. On prend un risque aujourd'hui, mais on est détaché du résultat. Alors, advienne que pourra. Mais c'est pour ça qu'on a un autre invité aussi. Oui, tout à fait. Puis, comme première trame, tu as choisi une prestation de la petite fille de Brian à ses funérailles qui chantait Mais qu'est-ce que j'ai? Puis, dans un, dans un premier clip vidéo. Puis ensuite, à la fin du clip, elle chante aussi When Irish Eyes Are Smiling avec Marc Hervieux. Quand même, hein, c'est super intéressant. C'est une chanson très émotive. On voit qu'il y a une sensibilité de la petite fille de Brian qui lui rend hommage. Alors, c'est chargeant en émotion, fait que ça risque de vous émouvoir, de vous toucher ou même de vous faire frissonner. Fait que c'est un bel hommage, puis ben justement, on va en profiter. Tu sais, si elle a eu l'audace de chanter devant tout ce grand monde-là, ça mérite quand même qu'on la souligne. Puis, ce que je sais, c'est que Brian Mulroney est très fier de sa famille en général. Tu vois qu'il y a beaucoup d'amour de sa part sur l'ensemble de sa cellule familiale, en commençant par sa femme. Puis c'est drôle parce que l'amour de Brian est plutôt jaune, OK? Que là, je dis, cet amour-là couvre l'ensemble familial. C'est dans l'énergie jaune que ça l'a comme enrobé sa femme et sa famille. Alors, c'est un amour jaune. Ça, c'est particulier parce on aurait pensé un amour vert ou un amour rose. Lui, ben, c'est plutôt un sentiment de paix, dans le fond, qu'il a. Pour lui, l'amour, c'est la paix. Donc, en enveloppant sa famille de jaune, ben, c'est de l'amour, mais sur une forme de paix. C'est c'est particulier. Dans le cas du jaune, c'est pas un jaune émotionnel. Tu sais, ça aurait pu être un jaune de l'émotion qui abrite ça, donc un amour émotionnel. Non, c'est carrément une énergie de paix. C'est beaucoup plus doux qu'un jaune émotionnel. Continue, Benoît, c'est intéressant. Parfait. Donc, ses parents, son père est d'origine irlandaise. Il était électricien, mais il a aussi travaillé dans un moulin. Puis sa mère, euh, j'ai pas de détails par rapport à ce qu'elle faisait comme telle, mais je sais qu'elle était considérée très gentille, puis elle voulait toujours le meilleur pour ses enfants, notamment en éducation. Puis même le père, plus tard, Brian il a offert au père de l'aider dans son entreprise, puis le père il a dit je te remercie de l'offre, mais j'aimerais que tu te concentres d'avoir une meilleure éducation pour avoir un meilleur avenir.
Bon, écoute, sa mère, moi, ce que j'ai l'impression, c'est une femme dévouée à sa famille. Fait que t'as peut-être pas rien trouvé dessus parce que c'est probablement qu'elle n'avait pas de métier puis que c'était une femme à la maison. OK? Mais ce que je veux te dire, c'est que quand t'as commencé, tu disais, oui, son père, là, t'as parlé qui était Irish ou je sais pas trop quoi. Moi, ce que j'ai vu, OK, la première chose, quand t'as dit son père, paf! La capacité de se relever immédiatement et de continuer, et de se remonter. Tu sais, quand tu dis son père, paf, c'est la première affaire qui a monté. Alors, son père lui a transmis la capacité de se relever rapidement, moindrement qu'il y avait quelque chose. Fait que ça, c'est de l'information, je te dirais, la plus importante qui, que son père lui a laissé. Fait que là, tu as apporté du détail, OK, c'est cool, mais la capacité de se remonter pour aller plus loin, c'est carrément là-dessus que Brian a une reconnaissance par rapport à ce que son père lui a transmis. Puis ça, tu vois, puis ça progresse dans le bleu indigo. En d'autres mots, que ça a commencé dans une énergie plutôt jaune et ça s'est développé avec les aspirations politiques de monsieur pour l'amener à aller chercher une orientation plus avec les bleus indigos pour prendre les gants de boxe pour mener ses batailles politiques. Et là, en arrière de son bleu, il y a une fente rouge. Et le Canada, pour lui, est devenu comme super important comme si ça progresse du jaune, du bleu au rouge. Mais le rouge, ça a été comme la bataille politique était ça au niveau de la mission dominante dans son âme. Et le fait qu'elle ait décidé de le porter sur le Canada, c'est comme venu après. En d'autres mots, c'est pas un Canadien qui s'est dit je vais protéger le Canada. C'est un politicien qui a vu qu'en menant les batailles, finalement, ça amenait à justement à se battre pour amener le Canada dans des meilleurs niveaux. Puis c'était surtout là où ce que ça se constituait, son plan ou sa stratégie, si on peut dire. Ça a été un politicien avant d'amener son attention au niveau du Canada. Mais je regarde, tu sais, y aurait-tu pu faire comme un Lucien Bouchard, c'est-à-dire aller au niveau du Canada puis revenir au niveau du Québec, mais dans le cas de Brian Mulroney, c'est fermé. Je dis pas qu'il a été inintéressé au territoire québécois, mais ça s'est concentré au niveau du Canada puis ça a arrêté là. Ça, c'est la concentration de l'énergie rouge de sa fente tantôt. Fait que c'est pas un politicien qui aurait pu, exemple, comme Lucien Bouchard, dire OK, ben là, regarde, j'ai fini au Canada, mais je retourne en arrière et je m'en vais défendre les intérêts du Québec. Il l'avait pas, ça. Quoi qu'il y avait une conscience de ce qui se passait un peu partout dans chaque province et territoire, mais ça, il n'aurait pas pu faire un comeback après Canada, Québec. Il n'y avait pas le bleu du Québec dans son plan d'armes. Il y avait un bleu indigo pour mener sa bataille, mais ça s'est concentré sur le Canada à la toute fin. Parfait, merci. Il a été marié plus de 50 ans avec sa femme Mila, puis ils ont eu 4 enfants. Milan, en passant, je comprends pourquoi il l'a mis un petit peu dans le jaune tantôt, parce que c'est aussi une âme qui est très jaune. Mais Mila, elle a le codage d'une autre famille, hein, OK? C'est-à-dire que oui, elle est jaune, mais elle porte beaucoup la justice en elle. Techniquement, elle devrait être bleu cobalt parce qu'elle a beaucoup la justice d'intégrer en elle. Mais non, elle passe la justice sur le jaune. Alors, il y a quelque chose de fascinant chez eux. Ils ont comme réussi à coordonner des missions d'âmes différentes. Exemple, Mila dans le bleu cobalt, puis lui dans le bleu indigo, mais en le passant par le jaune. Alors, c'est très intéressant là-dessus. Puis ça donne des résultats différemment aussi. Quand on regarde l'énergie de Mila, là, elle l'a aimé. Elle a été respectée par cet homme-là. Il y a énormément, beaucoup d'amour. Puis il y avait une confiance absolue entre les deux. C'est ça que Brian me dit. Il avait confiance en elle, elle avait confiance en lui. Puis le résultat du nid d'amour de ça a eu une ambiance familiale très soudée, mais en même temps des grandes âmes nobles
Ben oui, je dis pas qu'il y avait pas de peur, mais en tout cas, qui était assez serré pour pouvoir traverser l'Orange pendant qu'elle était là. Alors, c'est très noble là-dessus parce que c'était à un haut niveau, grâce entre autres au couplement des Bleus Indigo qui sont venus aider Brian dans ses missions de faire avancer les choses. Mais en passant, il n'a pas réussi à briser des vœux de silence. En d'autres mots, il y en a dans son existence depuis un bon moment, mais il n'a pas réussi à se défaire de ces vœux-là dans cette incarnation-ci. Puis, plus que ça, c'est qu'en tout temps, il a été obligé de toujours doser ce qui allait sortir de lui. Il n'est pas délivré de ses vœux de silence, puis c'est comme si ça lui a servi de ne pas défaire ces vœux-là dans sa carrière politique. Maintenant, il y a un regret. Il y a un regret, mais pas très grand. C'est un regret qui est blanc, c'est-à-dire qu'il s'est pas sali, c'est pas noir, c'est pas terni. Mais il aurait aimé ça, peut-être se laisser plus lousse, puis de sortir une vanne ou deux une fois de temps en temps, surtout quand il aurait eu le loisir de pouvoir le faire. Il faisait des fois à l'occasion, tu sais, exemple, il se penchait, il disait à l'oreille à une vanne quelconque, à un exemple, un monsieur qui l'abordait bizarrement, mais au grand public, c'était toujours bien ficelé, bien cousu dans son discours politique. Et ça, c'est l'adresse des jaunes qui l'a amené à pouvoir orchestrer tout ça. Cela dit, fait que c'est un regret pour lui, mais c'est pas sale. Et c'est ce que je lui souhaite dans un premier temps maintenant, qu'il puisse justement se libérer de tout ça. Parce que dans ses vœux de silence, dans sa gorge, en arrière de tout ça, c'est lié à de l'esclavage. Il y a plusieurs archétypes religieux aussi qui sont confrontés à ça. Et mine de rien, ça amène une fréquence de soumission au niveau de l'âme qu'il porte. Alors ça, c'est la première affaire que je l'invite à désorganiser, à augmenter ses réflexes de son cœur, comme habiter son moment présent, puis d'être spontané et de pouvoir réagir comme il souhaite l'entreprendre ou l'entendre. Et ça s'est fait dans un petit courant vers pomme. Alors, c'est dans cette énergie-là que mon souhait s'est rendu à lui et qu'il l'a accueilli. À partir de ce moment-là, ça va, c'est comme une grappe de raisin, ça va se défaire et ça va venir aussi travailler en arrière son plexus et puis au niveau de ses reins. Ce qui me montrait, c'est que ce réflexe-là de ne pas rien dire a été corrompu, si je peux me permettre, par l'argent. Alors, c'est sûr que quand tu es politicien, tu dis des choses, ben, tu peux perdre du financement. Fait que l'argent a contrôlé à un certain niveau ses vœux de silence, qui n'étaient pas nécessairement appropriés, qui l'ont aidé justement à pouvoir faire sa mission. Mais je lui souhaite, si jamais il décide de revenir dans une carrière politique, parce que son fondement bleu et indigo, il est encore très présent de l'autre côté, qui aille dans la transparence, tu sais, là, qui puisse rafraîchir ses codages, libérer des armures, etc. En passant, je veux aller sur une direction particulière. Brian Mulroney a eu une incarnation aztèque dans les années 1200. Aztèque de haut niveau, c'était un comité de 5 sages qui prenaient les décisions pour la tribu et en tout cas, ça touchait beaucoup de nations. Ben, de population, mais d'étalage en plus. C'est comme si la culture aztèque influençait d'autres civilisations. C'est, en tout cas, c'est ce qu'il me raconte. Et puis, ben, c'est ça, il faisait partie du conseil des 5 grands sages, j'imagine, qui géraient la nation aztèque. Alors, je voulais juste faire un lien ici, OK, de son expérience politique cultivée dans une ancienne incarnation. Ce qui est intéressant avec les Aztèques, c'est que oui, il y en avait des barbares, là, puis des un petit peu primates, mais il a comme réussi, dans le fond, à amener un genre de civisme qui, c'est c'est comme il a contribué au décalage des peut-être des réflexes tributaires, je sais pas le mot, de la tribu avec des armes, puis tu sais, plutôt l'instinct
animal de protéger sa civilisation avec des coutumes un petit peu plus barbares, comme des sacrifices, etc., à amener ça à un autre plan conscient, c'est-à-dire que ça, au niveau stratégiquement, on peut amener la nation à être plus autonome, mais à faire des choix plus sages, puis à rentrer un petit peu plus de civisme, d'humanité en arrière de tout ça. Un gros grand plan, c'est comme s'il y avait deux couches à ce niveau-là, puis ça crée une difficulté comme trop tribale, puis là, d'amener une grande classe philosophique, si on peut dire, avec des aspirations dans le respect mutuel, etc. Fait que comme travailler à cette époque-là pour faire un pont entre la philosophie politique puis les réflexes plutôt barbares d'un autre côté. Fait que il a amené un truchement là. Mais c'est une incarnation qui a été marquée parce qu'il a orchestré déjà des cérémonies de sacrifices, etc. Fait qu'il a fait du chemin, si on peut dire. Puis encore là, il a fait du chemin, mais il a été confronté au même sujet, entre autres, pendant son mandat. Comment gérer, entre autres, la peine de mort. Tu sais, je sais que c'est exclu, mais ça ne veut pas dire que quand tu arrives dans les hauts niveaux où tu penches le système canadien, qu'à un moment donné, tu ne considères pas tous les aspects. Puis tous les aspects, entre autres, c'est comment qu'on gère les prisonniers. Tu sais? Fait que, en tout cas, il y avait un lien là-dessus que je voulais faire. À toi, Benoît. Parfait. Ben, en fait, je pense que sa plus grande fierté, c'était sa famille. Puis, autant, il a dit dans un premier temps que sa femme, sans elle, il n'aurait jamais été premier ministre à cause du soutien puis de la complicité. Puis, au niveau de ses enfants, il leur permettait une certaine liberté d'interagir avec lui, même pendant des réunions politiques. Oui, parce qu'il savait que ses enfants étaient intelligents, puis sa femme aussi. Puis quand tu es enveloppé d'amour puis de paix, bon, OK? Quand ça, c'est fait, ta base est là. À partir de là, tu peux te réaliser autant que tu veux. Puis l'énergie jaune, c'est une énergie quand même qui amène à l'autonomie d'une âme, à exercer son grand plan. Fait que ça, parce que c'était bien installé au niveau, et ça a pris du courage, hein? Ça a pris beaucoup de courage parce qu'il me dit qu'il y a eu des tentations, puis il a toujours été capable de s'élever pour ne pas tomber dans ces faiblesses-là. Puis il y a eu du courage de concentrer. OK, sa femme l'a permis de le faire sentir comme s'il était un héros. OK? Puis là, ça nourrit un moteur en arrière d'énergie rouge. Je vous parlais de son rouge tantôt, là. Bon, quand si tout est placé, là, c'est en paix, c'est en harmonie, c'est ouvert, c'est transparent, c'est tissé serré, il y a de l'amour. Bref, quand tu as une belle synergie, OK, là, ben, tu te fais confiance. Puis en te faisant confiance, ben, tu suis ton plan. Puis en suivant ton plan, ben, ça donne que tu deviens armé un peu. Je dis armé, mais c'est peut-être pas le bon mot. Mais tu as les outils pour développer justement tes combats intérieurs, puis de faire progresser l'humanité. Puis ça, c'était important pour Brian, d'où pourquoi qu'il avait placé ses talents dans son plan de vie en lien pour arriver à faire ça. Et en plus, c'est pas juste faire ça, mais c'est faire fortune aussi. C'est-à-dire de léguer un bel héritage à ses descendants, d'avoir été capable de générer suffisamment d'argent pour avoir une belle vie, une belle sécurité. Ça, c'est important qu'il fasse ses preuves pour son père à ce niveau-là. Lui montrer que, regarde, tu me laissais l'autonomie, ben, regarde qu'est-ce que j'ai construit. Puis son père a fait, wow, t'es fort, fils, puis bravo. Puis, tu sais, il y a une admiration par rapport à ça, mais il y a une fermeture du chakra du cœur de son père d'avoir été déçu que lui n'a pas été capable de réaliser ses aspirations-là. Il y a de la peine parce que son père il avait aussi des aspirations politiques importantes. Là. Il parlait de politique avec son père, etc. Il a amené vraiment le développement de Brian à se faire confiance puis à développer certains réflexes, à en modérer d'autres aussi pour justement être calme face à la tempête. Ça aussi, c'est un tempérament que son fils a amené, a montré, que le père a transmis au fils.
Fait que, puis son père, en passant, il est jaune et vert. Fait que, il y a une pointe rouge, mais c'est pas un rouge, le même rouge qui sert, qui a servi Brian dans sa mission, mais c'est un rouge il y a Karma à ce point-là qui a eu peut-être plus de la misère. Puis on voit aussi que le père avait un profil conservateur avancé. Puis qu'il a quand même adoubé son fils dans cet esprit-là conservateur. Et ce que je vois dans le cas de Brian, c'est que même ses grands-pères, arrière-grands-pères avaient aussi des profils conservateurs. Fait que ça votait conservateur loin dans sa lignée. Fait qu'il n'aurait pas pu se révéler comme un fédéral, oui, excuse-moi, un libéral. Ben, c'est ça, ça ne correspond pas au système de valeurs de Brian. Puis ça, je vais te dire, ben franchement, là, dans mon cas à moi, là, c'est la seule fois où j'aurais voté conservateur pour lui parce que je trouvais que l'homme dépensait le parti. Tu sais? Le parti qui a beaucoup de limites et qui c'est pas venu me rejoindre, mais l'homme qui l'a été a réussi à rallier j'avais une confiance en lui, quoique ça a fait bouger beaucoup les choses, surtout quand il a commencé à rentrer la TPS de 5%, là, la dite taxe. Ben, premièrement, on voit que c'est un homme qui s'est assumé. Puis il a bien fait de le faire parce que ça a été une source de revenus commensurable pour les Canadiens, pour la défense du territoire, etc. Mais ce qu'on voit, il y a une belle connexion aussi avec les communautés autochtones. Il y a de l'ennui parce qu'ils trouvent qu'il n'y a encore pas assez de solutions pour venir les aider, puis que ça joue au niveau de l'estime que les peuples peuvent avoir envers nos élus, envers le Canada aussi. Fait que ça, s'il aurait aimé peut-être mieux s'en occuper ou mieux arriver à des résultats avec les peuples autochtones, je te dirais, ça fait peut-être partie de ses regrets après mandat. En tout cas, c'est ce que j'ai comme information. OK, parfait. J'étais curieux de savoir, considérant la volonté, les efforts qu'il a fait à reconnaître la particularité distincte du Québec à travers les accords de Mitch et Charlottetown, comment est-ce que cela a influencé ses relations avec René Lévesque et Robert Bourassa, qu'il a côtoyé comme premier ministre? Bon, là, tu me parles de ça, puis ça me vibre dans le chakra-cœur et dans le chakra de la base, OK? Ce que je comprends, c'est qu'il y a une reconnaissance de ces deux personnes-là, parce que sais-tu qu'est-ce qu'il me dit? Il dit parce qu'ils se tenaient debout. Fait que moi, ce que je comprends, c'est que Brian Mulroney, quand il y avait un homme ou un être qui se tenait debout autant au niveau de ses principes que ses convictions ou ses aspirations politiques, fait que déjà là, peu importe le parti dans lequel il était, il aimait ça. C'est quelque chose qui le challengeait et ça le rendait confortable, puis ça y amenait encore une manière ou une leçon pour plus aimer. Fait que quand tu as parlé de ces deux hommes-là qui se sont justement, ben, je vais dire battus là, pour la nation québécoise, écoute, il reconnaissait des points dans les arguments de René Lévesque, puis il reconnaissait aussi des points dans au niveau de Robert Bourassa, puis ça se défendait, c'était intelligent et c'était un petit peu plus compliqué dans le cas de René Lévesque d'amener ça à projet, mais il trouvait quand même que c'était un beau défi, puis que ça valait la peine de le tenter. Euh, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il trouvait que c'était deux hommes forts, pleins de courage, puis en même temps qui se mettaient d'avant-plan pour l'amélioration des choses. Alors, dans la conception de Brian Mulroney, c'était intéressant, c'était stimulant, puis il prenait le temps quand même de considérer les choses. Mais il y a eu un karma à un moment donné, en lien probablement avec René Lévesque. Parce que dans une ancienne incarnation de Brian, à un moment donné, il n'était pas à l'écoute
de gens qui voulaient justement se séparer ou avoir plus d'autonomie au niveau de la nation. Et il était même très réfractaire à ça, assez qu'il avait fait une chasse, si on peut dire, à ce que le mouvement séparatiste ne puisse pas éclore. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il a écouté profondément. Il a réussi à dépasser sa propre perception, si on peut dire, au niveau de son ego, où la nation peut être forte, la nation peut être unie, puis la nation peut être aussi au service du grand plan, entre autres, du Canada. Fait que il a été coincé un peu parce qu'il comprenait les revendications. Il comprenait l'histoire autour de la question, puis il a toujours trouvé que c'était épineux parce qu'il y avait du sens dans tous les arguments, si on peut dire, dans toutes les parties aussi. Puis là, comment concilier tout ça pour garder la maison unie et ensemble? Ça a été dans les points de réflexion qui n'ont pas été biaisés, mais qui n'ont pas nécessairement réussi à arriver à une solution concrète, entre autres, pour tout le monde, puisse être parfaitement heureux, parce que, bon, il a été coincé, puis il aurait vraiment souhaité aller dans cette direction-là. Mais en même temps, solidaire, puis il comprenait vraiment. Fait que ça a été aussi une partie qui a été accueillie par l'âme de Bourassa et de l'évêque, que même si l'évêque était coincé, il comprenait quand même l'intelligence du sens de Brian Mulroney. Tu comprends-tu? Il y a comme une reconnaissance entre les trois âmes qui aurait pu former un trio pour avancer des choses à un certain niveau dans l'ensemble du Canada, à proprement dit pour le Québec aussi, mais toujours dans l'état d'union. Et c'est vraiment dans les trois couleurs qu'il a pu exercer ça. Mais moi, quand je regarde René Lévesque, j'ai regardé, là, il l'estimait, Brian Mulroney. Donc, c'est un politicien intelligent, selon René Lévesque, puis qui méritait, justement. Il comprenait qu'il était coincé, tu sais, mais d'un autre côté, il y avait des semblants de solutions qui pouvaient être bien, qui pouvaient être adaptées. Fait en tout cas, ça a été plus de composition pour René Lévesque que Brian Mulroney de l'autre côté, mais les deux ont quand même essayé de composer pour trouver un terrain d'entente. Fait que, mais en tout cas, c'est trois âmes qui se respectent puis qui se considèrent, puis qui auraient pu former un genre d'union pour faire progresser les choses, parce que chaque homme se reconnaissait dans l'intelligence, dans la noblesse, puis dans l'argument. OK, parfait. Un peu plus tôt, tu as mentionné Lucien Bouchard, qui faisait partie du gouvernement de Mulroney, puis que suite à l'échec du lac Meach, il était un des membres fondateurs du Bloc québécois. Il a dit de Brian Mulroney qu'il considérait comme un frère, puis il a dit il aurait introduit dans la politique l'humanité, car il aimait réellement les gens. Puis d'ailleurs, il rencontrait des gens, des citoyens canadiens, puis là, il prenait le temps de leur parler, même s'il les connaissait pas, puis s'il appelait chez un tel, puis il tombait sur un autre membre de la famille, il prenait le temps aussi de prendre des nouvelles, là, c'était vraiment quelque chose. Oui, il y a une partie humaine qui est bien faite grâce au jaune de Brian Mulroney. Le sentiment de paix qu'il portait, c'était important que ça touche tout le monde. Puis Lucien Bouchard a fait quand même quelque chose de très, très remarquable. C'est la seule fois au Canada que le Bloc a été l'opposition officielle dans le Canada, imaginez. Puis écoute, j'ai des frissons barre en bas partout, fait que je vais la tenter, celle-là. J'ose même dire qu'Yves-François Blanchet a de très fortes chances lors de la prochaine élection canadienne de refaire le même tour de force à ce que le Bloc soit l'opposition officielle, probablement des conservateurs à nouveau. Puis ça, je dis ça, puis là, j'ai entendu Brian Mulroney faire yes, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il aimerait beaucoup. Puis là, ben, moi, je le regarde, je dis, t'es sûr avec Pierre-Paul Guerre, c'est pas la même recette que si ça avait été un homme de classe comme lui, tu sais. Mais il voit les perturbations et le trouble que ça va faire, les révoltes que ça va faire.
Il sait que le Parti conservateur n'est pas sorti du bois juste avec la question de l'avortement. Il est même pas réconforté, Brian, par rapport à ce sujet-là. Il voit que le Parti conservateur, ça se défait, que même au niveau des visages, l'équipe ne va même pas dans la même direction. Il y a trop d'extrêmes. Il y a trop d'illusions. Il voit là que ça va être compliqué. Puis quand je dis que avec Poilievre, c'est comme s'il y avait plus de noir. Je m'excuse de dire ça, là, je veux pas faire peur à personne, mais on voit que le chaos, que les révoltes, que ça va brasser fort dans la société. Puis ça, Brian, il voit ça venir dans le temps. Puis il y a une réserve, tu sais, c'est comme un conservateur qui aurait fait les choses avec plus de lumière. Et c'est ça, là, qui aurait eu un résultat bénéfique pour le Canada en général, dans l'avenir du Canada. Mais là, c'est pas assez mobilisé, il y a trop d'extrêmes, le feu est aux poudres, ça va exploser. Il y a beaucoup de choses qui vont brasser négativement parce que, comme je te dis, c'est comme un genre de karma, c'est sombre. Et ça vient avec ce que l'âme de Poilievre a à livrer. Fait qu'il veut la révolution, mais ce sera pas une révolution pacifique qui va se passer, en tout cas dans la lumière, dans la paix et l'harmonie, parce que ce sont des vertus qu'il portait, M. Mulroney, et que Pierre ne porte pas. Fait que même lui, il est un petit peu inquiet par rapport à l'avenir du Canada dans l'optique où Pierre Poilievre rentre. Parce qu'il va y avoir beaucoup de réclusion, il va y avoir beaucoup de rejet, de l'exclusion. Il y a quelque chose qui va se passer, même au niveau des réformes, ça va beaucoup de confrontation. Fait qu'on s'en va pas dans des années paisibles dans lesquelles on a été habitué avec son type de leadership à lui. Puis ça, ben, il en est fort conscient, puis nous aussi. Ben, nous aussi, ceux qui regardons ça, objectivement, là, on est capable de le voir. Mais on peut enchaîner avec la deuxième trame sonore, Benoît? Oui, absolument. Tu as choisi la chanson Danny Boy, chantée par le groupe Les Ténors. Ouais, ouais. Ben, vous allez voir qu'il y a un lien avec Brian dans la chanson, là. Je vous garde la surprise. Moi, j'aimerais souligner aussi le lien. C'est un des groupes qui avait été mis en vedette lors d'une trame précédente de Hallelujah avec Céline à une émission de Oprah. Ah, merci, j'ai des frissons partout. Alors, je savais même pas que ça faisait deux fois que j'utilisais. J'étais curieux à savoir, ben, en fait, Brian Mulroney, on pourrait dire, en quittant ses fonctions de premier ministre, ça a un peu précipité la division, ou plutôt confirmé la division du parti qui a été divisé avec le Reform Party, ce qui a aussi permis au Bloc québécois d'avoir l'opposition officielle à ce moment-là. Donc, est-ce que Brian, il regrette plus la division de son parti euh, au moment où il a quitté ou les échecs de reconnaître le Québec comme société distincte? Ça coince dans son chakra-cœur. Euh, La division du parti, c'est comme, j'expliquais ça un peu tantôt, là. Quand tu vois qu'à un moment donné, il y a comme les deux pôles qui se séparent, là, parce qu'il y a comme trop extrêmes, puis l'autre qui est comme plus conscient, plus modéré, plus intelligent, si on peut dire, là. Ça l'a déçu, puis c'est drôle parce que ça a comme un lien avec sa mère dans cette histoire-là. Ça l'a déçu, il a été impuissant, mais il a été contenu. Il s'est contenu, lui, puis il aurait voulu avoir un autre résultat sur plusieurs sujets, entre autres. Mais ça, c'est comme il dit, en politique, on peut pas toutes les gagner. Puis pire que ça, faut éviter que ça s'aggrave à un autre niveau. Mais à un moment donné, quand tu acceptes que la partie de hockey est finie, ben est finie. Tu sais, quand tes trois manches sont faites, même si t'es pas content du résultat de l'entraîneur ou de tes collègues ou du pointage du match,
Ben, il faut faire avec à un certain niveau. Puis il sait qu'en politique, c'est très difficile de tout coordonner tout le monde pour que tout le monde soit satisfait et heureux du grand plan. Il sait qu'à peu près le tiers fait du grabuge en arrière-scène, en arrière-plan. Il sait que l'étoile politique montante, ça dure un certain temps, mais il ne s'attendait pas à être reconnu. C'est comme s'il a été apprécié plus tard. Tu sais, dans le temps, il passait peut-être pour le premier ministre plate qui taxait les Canadiens, mais finalement, on a compris qu'il avait très bien fait ça, puis il avait pas le choix de le faire, puis là, on l'a reconnu pour ce qu'il faisait. Fait que c'est ça qui est un petit peu bizarre avec la politique, c'est que ça bouge très tranquillement, puis ça arrive aussi dans un moment où ce que c'est pas supposé d'arriver là au niveau de la conscience, puis que finalement, il y a des points qui allument ici et là, mais c'est jamais au bon moment ou pendant ou sur le, tu sais, le feu d'action. Fait que ça, c'est quelque chose que cultiver aussi comme recette dans son ménage. C'est-à-dire, on fait les choses, on s'améliore, mais éventuellement, on va avoir d'autres indications qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir le ramener. Puis c'était plus facile de le coordonner dans sa cellule familiale parce qu'il y avait moins de monde que de le faire dans son bureau ou avec le pays, où ce que là, tu as plusieurs indices de variation au niveau des concepts, des philosophies ou de certaines politiques aussi. Mais effectivement, il a vu le danger pour le Québec, puis ça, tu vois que ça l'a affecté dans son chakra du cœur. Puis tu vois aussi qu'il y avait des belles semences d'espoir pour qu'il y ait des Québécois qui réussissent à sortir l'épingle du jeu du Québec. Et là, d'où le pourquoi qu'il y a une belle énergie blanche, entre autres, en reconnaissance avec René Lévesque, si on ne prend que lui. Fait que c'est ça, c'est une personne qui a eu un indice assez juste de la politique dans l'ensemble du Canada, mais aussi du Québec, et chaque province. Fait que, il était à l'écoute, puis il avait le son juste à chaque chose. Maintenant, jusqu'où tu as le pouvoir de changer les choses. Puis ça, je te dirais, c'est peut-être là où ce que son relent d'espoir ou d'introspection a pu se faire. Parce que comme homme politique, c'était assez précis sa vision, puis c'était assez... d'où pourquoi il était capable d'arriver à communiquer avec tout le monde. C'était parfait dans sa conception, dans son intelligence. C'était intelligent, là, tu sais. Fait qu'à partir de là, des hommes politiques comme ça, raisonnables, qui ont un point de vue, qui écoutent, qui ont une compassion en arrière de tout ça, il n'y en a pas tant. Absolument. J'aimerais prendre le temps de mentionner les réussites politiques qu'il a faites. Donc, dans le fond, tu mentionnais la TPS, c'est lui qui a réalisé le premier accord de libre-échange avec les États-Unis. Ah Puis, oui, ça aussi, ça fait une grosse histoire, le libre-échange. Mon Dieu, qu'il y a eu du monde qui se sont opposés à ça en plus. Voyons. absolument, puis le Mexique aussi, éventuellement. Il y a eu un accord pro-environnement contre les pluies acides. Ça, c'est important. Puis, il m'a dit son environnement. Là, tu as parlé d'environnement, puis c'est devenu tout rose. Ça, il était très conscient qu'il fallait agir sur l'environnement, puis ça faisait partie de ses motivations d'amour profonde pour la politique. Tu as aussi mentionné la peine de mort. Il est donc contre la peine de mort. Il était pro-choix aussi. Ah, ça, je savais pas, merci. Puis, au niveau international, il y a eu des efforts contre la famine en Éthiopie. Puis, il a été un des premiers politiciens internationaux à s'opposer à l'apartheid et à soutenir Mandela et ses efforts en Afrique du Sud. Regarde, tu as parlé de sa politique à l'international. Il est devenu jaune, 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 jaune. Fait que c'est un missionnaire de la paix. Puis là, tu me parles, tu raboutis ça avec un Nelson Mandela, j'ai des frissons partout. Fait qu'un homme intelligent, sensé, puis dans toutes ses politiques, autant au niveau des provinces du pays ou international, écoute, c'est un grand homme. On a vraiment bien fait de l'élire. Parce que même, je te dirais, il y avait l'espace d'un mandat plus long qu'il aurait pu faire, mais il était coincé à cause de la TPS. Les gens voulaient le sortir à cause de ça. Fait que ça, c'est plate quand tu n'arrives pas à avoir la conception de l'âme qui te gouverne, des décisions qu'il prend, puis dans l'intérêt, dans son propre intérêt. Le monde, il chiale sans être informé, malheureusement.
Puis ça a été pénalisant dans le cas de Brian. Mais en passant, quand tu as parlé de Nelson Mandela, Brian a dit c'est beau. Il a vraiment aimé ce qu'il a vécu par rapport à ça. Puis quand tu as dit qu'il aidait pour la famine aussi, ça c'est important. Maintenant, ça a été ciblé. Il n'aurait pas pu aider toutes les famines de toute la Terre. Il en a choisi quelques-unes importantes pour lui, il a fait attention aussi au niveau de la politique internationale parce qu'il montre que c'est un terrain glissant puis que très rapidement, tu peux piler sur une peau de banane. Mais en tout cas, oui, au niveau de l'Afrique, ça fait partie de ces réflexions. On le voit encore qu'il y a un angle dans le troisième œil qui est lié au continent africain. Pourquoi? Il y a déjà eu à militer contre des politiques africaines qui étaient plus restrictives. Il a essayé de renverser un gouvernement dictateur, probablement, dans une de ses incarnations. Il faisait partie de ceux qui voulaient empêcher la domination totale du gouvernement. Fait que il a vécu de l'autre côté du pouvoir dans cette incarnation-là. Puis ça a été à risque parce que il est mort jeune, là. Il a pas pu se rebeller longtemps, là. On l'a arrêté à un moment donné. Mais en tout cas, il progresse. C'est une personne, je te dirais que quand je dis progresse, là, il va faire son apprentissage éventuellement avec les Verts. Ça va être dans une énergie vers pomme que ça va commencer doucement. Et il y a des choses à attendrir, il y a des choses à libérer au niveau des émotions, qu'il y a encore au niveau de la gorge. Je te parlais des vœux de silence tantôt, ça continue à obstruer. C'est à dégager tôt ou tard, quand il sera prêt à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est une énergie de jeunesse qui va renverser. Si je peux décrire et résumer plusieurs incarnations de Brian Mulroney, j'irai là-dessus. OK, parfait. On lui reprochait pas grand-chose, mais une des choses qu'on lui reprochait, c'est de trop vouloir en faire ou de pas prendre le temps pour relaxer. Puis je sais qu'il y a eu des problèmes à un poumon puis au pancréas aussi. C'est une faiblesse qu'il avait depuis qu'il est garçon. C'est aussi en lien avec la lignée paternelle. Ça faisait partie de sa génétique. Il y a ça au niveau de l'ADN. Mais quand tu es conscient que ça prend du temps à faire des choses, puis que tu n'as pas grand temps pour faire les choses, à un moment donné, quand tu écoutes, tu es présent, ben, tu es efficace. C'est ça qui se passe. Fait que là, tu vois aussi qu'il y a beaucoup de lourdeur bureaucratique ou gouvernementale des systèmes, puis que ça avance pas vite. Fait qu'à un moment donné, c'est de trouver des astuces pour que ça puisse avancer. Avancer, puis je vais te dire, quand que Brian Mulroney te confiait un mandat, il y a quelque chose qui se prodigeait chez toi, qui t'animait pour pouvoir comme avoir l'enthousiasme et la motivation pour pouvoir l'acheminer rapidement et à bien. Il y avait cet effet-là chez les gens en passant, puis dans sa recette magique de ça, il y a beaucoup de orangé dans son jaune qui fait une belle couleur de pêche. Fait que c'est son contact qu'il avait avec les gens, un à un, ou un groupe, ou une masse. C'est ça l'effet et l'influence Brian Mulroney, c'est-à-dire qu'il avait la capacité de pouvoir cerner ce qui en était, puis dans cette partie-là, ben on le règle rapidement. Je suis très d'accord, je fonctionne comme ça moi aussi. Parfait, ben merci. Comme troisième trame, tu as choisi que- une occasion où il chante. En fait, c'était un gala en Floride pour la cause de lutter contre le cancer. Oui, on l'entend chanter, puis il a une belle voix, là, tu sais, c'est un beau ténor. Euh, Intéressant, fait que oui, j'ai trouvé une place où ce qu'il chantait, puis c'est crooner un peu, là, à la Frank Sinatra, ça fait un bel effet, tu sais. Fait que c'est drôle quand il chante, là, il est comme jaune et vert, fait que dans son don du chant, il va contacter comme sa prochaine famille d'âme, son prochain rayon. Fait que je trouvais que c'était une bonne démonstration de présence de son âme à ce moment-là. Fait que c'est le plaisir de vous partager ça. Il a fait quand même plusieurs dons pour la santé, mais spécifiquement pour des luttes contre le cancer puis les maladies cardiaques.
il donne encore. Moi, ce que j'ai vu en énergie, là, il continue à donner, puis ce qu'il donne, c'est rose. Fait que je te dirais que c'est basé sur l'amour. Puis je te dirais que c'est une âme qui est généreuse, puis qui arrête pas de servir de l'autre côté aussi. Ben là, c'est peut-être pas des dons en argent qu'il donne, je le conçois, mais c'est vraiment une âme généreuse. C'est que si vous voulez avoir de l'aide sur quoi que ce soit, là, tu as parlé de la pauvreté. Ça le dérange, ça le dérange. La pauvreté mondiale comme la pauvreté individuelle, là, c'est quelque chose qui vient le chercher. Fait que un don de rose par rapport à votre pauvreté, puis ça va vous soigner à quelque part. Je vais l'essayer. Tiens. Je vais l'essayer, je lui donnerai des nouvelles. Qu'est-ce que son don de rose a fait sur ma pauvreté? J'aimerais faire un petit parallèle avec Wayne Gretzky. En, quatre- Oui. en 83, Brian il devient chef du parti. Wayne Gretzky devient capitaine de son équipe. L'année suivante, Brian devient premier ministre, puis Wayne Gretzky gagne sa première Coupe Stanley. Puis aux funérailles de Brian, Wayne a dit qu'il a participé en 86 à une partie d'hockey bénévole euh, que les Mulroney avaient organisée pour une levée de fonds pour la recherche contre la fibrose cystique. Oh, c'est cute. Très, très cute. En passant, il y a un courant entre Wayne Gretzky et Brian Mulroney. C'est une incarnation de pirates dans les îles grecques. Et ils sont ensemble, puis ils travaillent ensemble, puis ils réussissent à ramasser beaucoup de richesses qu'ils redistribuent en passant à de leur famille, mais qui sont comme plus pauvres, puis plus cachés en arrière. Puis en tout cas, ils redistribuent les richesses qu'ils rapportent aux troupes ou au village ou à la gang. Fait que il y a une complémentarité là. Il y a aussi une autre incarnation où Brian est le père de Wayne, dans laquelle Brian a placé beaucoup d'espoir en Wayne. Et là, on parle encore d'une vie militaire où Wayne est justement poussé à aller chercher la lumière de la victoire et ben, militaire hein, à ce niveau-là, puis il a toujours été proche de son fils et de le protéger. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quatre incarnations très ancrées, très fort entre Brian et Wayne. Et puis ça, tu me viens de me dire que ça l'a servi encore dans cette incarnation-ci, dans un type de reconnaissance. Moi, quand tu as parlé de Wayne Gretzky au début, là, OK, ce que j'ai vu, c'est que Brian l'a toujours trouvé brillant. Fait que ça a été dans la première trace de reconnaissance. Brian a reconnu que Wayne est brillant et qu'il y avait un challenge puis qu'ils s'auto-motivaient ensemble. Et là, je vois une autre incarnation où ils sont quatre frères et Brian et Wayne sont aussi ensemble. Fait que nombreuses incarnations ensemble, très proches, qui se soutenaient et que justement, il accomplissait des missions qu'il réussissait. Alors, moi, je dis c'est une équipe gagnante avec une étoile montante. Et dans le cas de Wayne, moi, ça m'aurait pas étonné qu'il ait fait des hommages et des honneurs à l'enterrement de Brian Mulroney parce qu'il y en avait gros à dire. Il y a, dans une incarnation, Brian Mulroney a disculpé l'exécution à mort qui était prononcée sur Wayne Gretzky. Fait que Wayne, il y a une grande reconnaissance envers Brian Mulroney, entre autres, qui lui ont permis d'éviter la chaise électrique. Ah, Alors, c'est intéressant de voir qu'ils se sont soutenus et je te dirais que c'est une relation d'âme qui va continuer dans une prochaine incarnation ou quoi que ce soit. Parce que c'est ça, Brian aime Wayne et Wayne aime Brian. parfait, mais merci. Il me restait juste deux petits éléments à souligner. Dans un premier temps, il a reçu plusieurs prix de reconnaissance, Compagnon de l'Ordre du Canada, Grand Officier du Québec, Ordre national de la Légion d'honneur, puis Médaille de gloire. Intéressant. Puis j'en aurais donné une pour la paix, moi, parce que c'est un jaune missionnaire. Il y en a, je sais pas, t'as pas rien dit sa paix, mais Julie Leblanc, il en donnait une sa paix.
Parce qu'il a vraiment réussi à arrêter beaucoup de chicanes, hein. Ça, on n'en parle peut-être pas, là. Mais son jaune avait vraiment une possibilité de calmer le jeu. Et vraiment, c'était un de ses grands atouts. Fait que moi, j'aurais donné le prix de la paix. Parfait. Puis je veux terminer avec un autre rapprochement avec d'autres célébrités. Je ne sais pas si tu te souviens, à nos premières émissions sur Lady Diana, on avait fait un rapprochement avec Céline parce on avait trouvé une photo de Céline et Lady Diana, mais sur la même photo se trouvent Brian et Mila aussi. Ah oui, tu vrai? Wow! Ben, déjà, Milan parce que, tu sais, Lady Di, on en a parlé, elle est bleue, elle est bleu cobalt. Fait que déjà là, Milan, par rapport au bleu de Diana, déjà là, son aspect de justice pour tout le monde a dû être en très grande résonance. Céline, c'est une âme jaune, fait que ça a dû très bien fusionner avec Milan et Brian dans l'ensemble. Puis Brian, ce que je regarde, c'est qu'il y a de l'admiration par rapport à Diana. Il y a une étoile dans l'œil pour Diana, fait que c'est comme s'il est sensible à ce qu'elle a vécu, puis qu'il y a une compassion infinie. Et là, ils viennent me montrer une incarnation où ce qui a déjà été en relation de couple avec Lady Diana. Là, c'est loin, c'est très loin. Je te dirais, c'est dans une incarnation plus méditerranéenne, à peut-être 3000 ans avant Jésus-Christ. Et il y a une relation de couple avec Diana. Fait qu'il y a eu comme une étoile sur la princesse de Galles, si on peut dire, là. Puis ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a, tu sais, il a été quand même prêt dans son cœur par rapport à ça. Fait que si les quatre se sont rencontrés à un moment donné, ça a dû être wow! Parce que c'est le lien énergétique entre les quatre avec les couleurs d'âme, etc. Ça a dû être un moment très particulier, hein. Puis en plus, ce que j'ai découvert, c'est que le fils de Brian, Ben, sa conjointe est une amie proche de Meghan Markle. Il était donc toute la famille de Ben était au mariage, puis ses enfants étaient les enfants d'honneur. Ah oui, ça m'étonne pas. Puis là, écoute, quand tu as parlé de Ben, OK? J'ai des frissons barre en barre. Il s'en va en politique. Je sais pas quand est-ce qu'il va faire le premier pas, là. Mais ça va être un grand politicien. Pourquoi? Parce qu'il est dans le bleu indigo, puis il est comme prêt. Puis non seulement ça, mais il y a aussi le Robert Bourassa qui est proche de lui. Fait qu'il est pas juste comme dans l'ombre de son père. Il y a quand même des grands politiciens qui ont vu le potentiel de Ben de se lancer en politique. Fait que je vais juste dire que ça, c'est une étoile, c'est une étoile montante qui, à un moment donné, va arriver. Parce que c'est ce genre de destin que tu peux pas reculer, malheureusement. Là, t'as beau dire, je reste de côté, puis j'ai vu que ça a fait sur la vie de mon père et de mes parents, et etc. Là. Mais non. Puis tu le vois parce que son bleu indigo, il est pas illuminé. C'est un bleu indigo qui est foncé. Fait qu'on voit que il, il y a de la procrastination dans l'élaboration de son plan de vie à cet homme-là, parce que techniquement, s'il avait juste accepté un petit peu plus, puis tu sais, en plus, il part, là, il y a une richesse, là. Brian, il n'y avait pas ça quand il a commencé, là. Fait que c'est déjà plus facile, tu as déjà plus d'autonomie. Mais c'est un combat. Il est peut-être pas prêt pour le combat. Pourquoi il est en réserve? Mais tant si longtemps qu'il est en réserve, son bleu indigo sera pas bleu, ça sera pas beau. Puis son père, il avait plus de jaune. Lui, il est plus bleu. Ça, c'est une autre affaire. Il travaillait dans le bleu indigo, Brian, mais son fils est plus bleu indigo. Fait que c'est peut-être aussi ce qui lui fait peur. Il n'y a pas les atouts du jaune que son père avait pour passer diplomatiquement ses politiques. Fait que, en tout cas, mais je veux juste dire que Ben aurait pu avoir un plus beau bleu indigo. S'il s'était fait confiance en tant que fils de Brian Mulroney, puis qu'il avait avancé là-dedans, puis en passant, son fils a une carrière politique au niveau de l'Angleterre, il y a peut-être 350 ans passé. Donc, c'est ça, je te dis, il était venu comme continuer quelque chose qu'il avait développé dans les politiques anglaise de l'époque. Puis c'est ça, faut juste qu'ils s'habituent à s'assumer un petit peu plus. OK, parfait. Ouais. En passant, sa fille Caroline est aussi en politique au niveau de l'Ontario. Bon, puis on le voit aussi, elle a l'assurance et la prestance, mais elle a plus de jaune. Fait qu'elle est plus
ça serait pas comme celle qui a le 100% des responsabilités, mais ça serait une super acolyte à avoir dans ton équipe tu sais, un team dream, là. Elle, c'est un allié solide, puis elle a une belle, tu sais, elle a une belle puissance. Mais de là à dire qu'elle se met de front, là, en tête première, là, comme c'est elle, la tête d'affiche, elle n'a pas assez de bleu pour y réussir. Mais par contre, tu sais, si tu mets elle avec le fils, là, tu as une combinaison gagnante, mais ça serait compliqué aussi parce que entre les deux hommes, il y a un contrat de mari et femme qui est pas dissolu, fait qu'il y a comme une genre d'autorité, pouvoir malsain qui appartient pas à une relation de frère et sœur, mais qui appartient à une ancienne relation de couple qui est pas dissous encore, fait qu'ils sont pas capables d'être longtemps ensemble. Fait que ça, c'est une problématique. Mais c'est ça, la fille, elle a plus le caractère de la mère en énergie. Là, si tu regardes les fréquences énergétiques, ça ferait une excellente deuxième personne qui accompagne le pouvoir. C'est ça que je m'excuse. Si elle avait des aspirations, quoi que ce soit, là, mais c'est ça son énergie à elle. OK, parfait. Ben, moi, ça fait le tour de Brian Mulroney. Ben moi, je le remercie, je le bénis. Je trouve que c'est un âme généreuse, tu vois. Il est passé de l'autre côté, puis il était capable quand même, malgré le court délai, de pouvoir me donner les réponses pendant notre entrevue aujourd'hui. Je trouve qu'il est capable parce qu'il est en paix, puis il y avait quand même un fond heureux. Puis je trouve bien qu'il a réussi à combiner la politique et le pouvoir sur des valeurs plus nobles. Parce qu'il avait cette noblesse-là en lui. Alors, je le bénis, je le remercie, sans lui faire mes adieux directement. Je vais quand même lui dire que je le garde comme un guide astucieux. Si à un moment donné, j'ai besoin d'avoir une meilleure écoute de la situation, des gens qui concernent une situation ou même la résolution de problèmes, je n'hésiterai pas à contacter l'intelligence de l'âme de Brian Mulroney. Et ben, je lui souhaite bonne continuation dans sa voie d'ascension, mais je vous dis, il va rester proche de la Terre un bon moment. C'est pas une âme qui va se dépêcher à se réincarner. J'ai comme l'impression qu'il va attendre 1000 ans. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que le verre est déjà commencé à rentrer, mais pas complètement. Fait qu'il est encore un peu entre les deux où il veut prendre sa forme à lui dans le supranaturel pour lui permettre de prendre le temps d'être à l'écoute encore plus, encore plus. Ouais, fait que, en tout cas, j'ai pas d'inquiétude pour lui. Je lui souhaite bonne chance sur sa trajectoire, puis je le remercie pour tout ce qu'il a pu nous transmettre par son don de l'enseignement et qui nous amène justement à être un peuple plus vigilant et plus rusé, plus intelligent dans nos conceptions de choix. Voilà. Notre deuxième invité, c'est Brian Adams, et la première trame que tu as choisie, c'est Everything I do it for you. Ben, c'est la première chanson que j'ai connue de lui. Tu sais, Brian Adam est arrivé avec cette chanson-là, puis ça a fait boule de neige, là, le film avec pas Robin, ben Robin Hood, mais avec Kevin Costner. Puis ça a percé. C'est le genre de chanson qui a traversé l'Amérique dans le temps de le dire. Alors, ça a été un succès incommensurable pour son premier tube. Ouais. Fait que je voulais le présenter avec son succès monstre puis non seulement ça, mais c'est comme si le succès du film est associé à cette chanson-là, que toutes les reprises de Robin Hood qui ont été faites après n'ont pas eu l'impact et à la fois au niveau de la trame sonore et à la fois au niveau du film parce que Kevin Costner était à son summum de charisme à ce moment-là. Fait que la combinaison des deux a fait en sorte que c'est un classique inégalable. T'sais, ça a été inégalé, là. Même selon les reprises qui ont été faites avec Russell Crowe, je pense, qui a fait une deuxième version de Robin Hood dans la suite, puis ça n'a pas levé parce que c'était pas Kevin Costner, puis la chanson de Brian Adams, c'est un plus un. Fait que c'est un classique, hein, on l'aime, on l'écoute encore, puis elle est encore bonne, cette chanson-là. Alors, c'est un coup de cœur.
D'ailleurs, il a fait une version avec Céline. Ah oui, je savais pas de Everything I Do. Ouais, ben, c'est parce que je cherchais des duos avec Bryan Adams, puis j'en ai trouvé une version avec Céline Dion. Ah ben là, tu viens de me mettre la puce à l'oreille. Je vais aller regarder ça parce que moi, dans les duos qu'elle a fait, c'était avec Mel B des Spice Girls. When You're Gone, je pense, la chanson que ça s'appelait. Mais là, je vais aller voir. Je savais pas que j'ai pas vu qu'il avait fait un duo avec Céline. Ben, je l'aurais mis, tu sais bien. Mais ça avait l'air assez obscur, là. Je pense que, en tout cas, ça n'a pas l'air trop accessible, mais On s'en reparlera. Je vais l'écouter puis on s'en reparle. parfait. Donc, évidemment, Bryan Adams, il a fait sa marque comme auteur, compositeur, interprète. Mais ce que j'ai appris que je savais pas, c'est qu'il était un photographe émérite. Ah, intéressant. Il est issu d'une famille de militaires. Son grand-père a été dans les deux guerres mondiales, puis son père était aussi officier de l'armée et diplomate. Là, je t'amène à la grandeur du frame de Bryan Adams. C'est quoi? Il est 5 pieds 7? 8. 5 pieds 8? OK. Écoute, moi, j'ai pas été souvent voir des concerts, mais Bryan Adams, j'y étais. Et j'ai au Centre Molson, à un moment donné, ben, c'est peut-être le forum, je sais plus, c'est dans les années 98, 99. Puis j'étais dans la rangée F. Hey, je le voyais de proche. On voyait même ses traces d'acné de la rangée F. J'étais vraiment, vraiment très proche de lui. Écoute, ce qu'on peut dire de Bryan Adams, premièrement, on voyait là à la base, là, il est aussi une âme jaune. Ça, c'est particulier que nos deux Bryan aient toutes les deux du jaune. Mais dans le cas de Brian, ça s'est rouillé un peu. Ce que je vois en ce moment, c'est qu'il y a un petit peu il y a eu des problèmes de gorge. Je ne sais pas si c'est au niveau de sa voix ou quoi que ce soit, mais au niveau de son chakra de la gorge, on a vu que c'était très abîmé. Est-ce que c'est à cause de la cigarette? Est-ce que c'est à cause de quelque chose? Je ne sais pas. Ça doit peut-être inclure pourquoi qu'il y a eu une grosse pause de Brian Adams. On dirait que depuis son album Back to You, qui était unplug, après ça, ce qu'il a fait, ça s'est pas rendu. Ça s'est pas rendu, puis non seulement ça, mais j'ai vu qu'il recommençait cette année. Mais dans des festivals, exemple de Rouen-Noranda, ou je sais pas trop où là, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Comment qu'il a passé de remplir des gros stades à craquer, là, de grands fans de Brian Adams? Parce que les gens qui l'aiment adorent tout ce qu'il a fait, là. Toutes exemples, son album So Far, So Good. Écoute, ça a été des immenses succès. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça coupe ça? C'est une grande question que j'avais le goût que tu aies des réponses aujourd'hui à nous fournir là-dessus. Mais je sais que volontairement, il disait qu'il voulait avoir un équilibre entre sa carrière et sa famille, d'où pourquoi il y avait beaucoup de pauses euh, de longs mois ou de longues années. Puis je sais aussi, bon, en tout cas, ça doit jouer en quelque part, mais il y a eu deux filles, une en 2011, une en 2013, donc sûrement qu'il veut profiter plus du côté parental aussi. C'est comme une pause qui n'a pas été bonne pour lui. OK? Je comprends que c'était intense son affaire puis qu'il avait besoin d'équilibre. Puis là, quand tu te déposes puis que tu as des enfants, ça considère. Mais dans le cas de lui, le fait d'avoir arrêté, moi, ce que je vois en énergie, c'est que ça a perturbé son élan créatif. Il y a comme quelque chose de lui-même qui s'est perdu dans son choix d'arrêter ou de mettre ça de côté ou de peu importe comment qu'on appelle ça. Et ça a été même difficile à surmonter, comme si son propre blocage, c'est comme lui qui s'est mis dans cette position-là, a affecté sa créativité aussi à un certain niveau. Et là, ben, ça l'a démotivé. Puis là, ben, moi, ce que je vois, il s'est pas chicané, mais on voit qu'il y a des membres de son équipe à un moment donné qui ont arraché parce qu'il y avait plus comme dans la même vision ou direction de son succès ou de son investissement de carrière.
Fait que ça l'a apporté aussi un peu du grabuge. Mais dans le cas de Brian, c'est lui, c'est ça. C'est comme si c'est une force de son caractère qui lui a nui et on le voit dans une couleur rouge pas très belle à ce niveau-là. Du pourquoi je suis capable de dire que c'est lui qui a comme creusé son trou, puis d'un autre côté, qui a pas su comment s'en sortir non plus. Là, il repart, il veut reprendre de l'avant, mais encore là, il y a comme sa motivation qui s'est calmée. Puis, comme je te dis, les gens qui ont quitté suite à sa pause ont créé un genre de grabuge que là, lui, il veut remonter, mais il est plus dans la sécurité qu'il avait, entre autres, avec son ancienne équipe et tout ça. Ah, mais ça va plus loin dans le destin de Brian Adams parce qu'il y a une zone inconsciente ou une zone grise ou je sais pas trop quoi où il a pas voulu aller là, mais il a quand même ouvert la porte, probablement avec des choix ou des consommations qu'il a prises ou etc. Fait qu'il y a une partie de lui qui ne veut pas aller plus loin et il a besoin d'un éveil. Il a besoin des ouvertures de conscience pour se pacifier, pour s'unifier, mais surtout libérer son chakra de la gorge parce que comme je te disais tantôt, son chakra de la gorge est très, très, très abîmé et ça fait partie des réparations qu'il a à faire pour pouvoir revenir à ce qu'il a été avant. Puis, je veux pas mettre le blâme non plus sur sa conjointe, mais sa conjointe est plus de type insécure et qui veut garder un genre de filet de sécurité et c'est invisible tout ça, mais c'est une forme de jalousie, mais qui est pas pernicieuse, mais qui la rend malade d'insécurité à elle. Puis ça, Brian, ben, il a flanché à ça un peu, ben, par respect, puis surtout qui tenait à sa conjointe, là, à un certain niveau. Mais ça a créé quand même du dommage au niveau de Brian, puis c'est comme si tu coupes la pyramide en deux flaques, puis le sommet il est comme à côté de la base. C'est le cas de Brian Adams, si on peut dire. Et là, la difficulté qu'il a en ce moment, puis c'est pas réparé à 100%, là, c'est de remettre la pyramide sur la base, le top sur le, sur le stock de base. Puis c'est en train d'être monté, mais c'est pas solidifié. C'est pas non plus euh, ça va pas se régler demain matin. Je vais te le tourner comme ça. Autre affaire aussi, c'est qu'il a perdu confiance en lui. Il y a une distance entre lui-même et ce qui lui apparaît. Donc, en ce moment, ce Brian Adams-là n'a pas une vision claire de ce qu'il entreprend maintenant et d'où est-ce qu'il s'en va, où est-ce qu'il va dans le futur non plus. Puis non seulement ça, mais avec cette pyramide-là divisée en deux, ça jouait sur son image, ça jouait sur sa confiance, ça jouait sur sa motivation. Puis comme il a peur de prendre la parole pour ne pas décevoir ses fans, entre autres, il est comme pogné avec ça. Et s'il ne fait pas attention, ça peut le rendre malade parce que ça a déjà commencé à un certain niveau. Qu'est-ce que tu as sur ton état de santé, toi? Euh, j'ai pas grand-chose. Je sais qu'il y a une alimentation végane parce qu'il disait que ça aidait au niveau système immunitaire et tout ça. Puis que justement, ben, curieusement, il a dit que ces pauses périodiques de chant, ça l'a aidé à garder sa voix en santé. Donc j'imagine qu'il n'est pas conscient de ses problèmes, lui. Ou au contraire, il sait qu'il y a un moment donné, il y a une limite, puis s'il pousse, ça brise, puis c'est fini, là. Fait que t'as pas le choix. Tu sais, c'est des grosses représentations, là, de faire un spectacle de 2 heures, là, puis c'est intense, là. On peut le comprendre, mais c'est ça. Puis comme je te dis, le problème, c'est que son chakra de la gorge, tant et si longtemps qu'il n'est pas rehaussé, il arrivera pas. Puis c'est une dette karmique, hein, puis c'est en lien avec la famille, ça c'est clair. Fait que c'est comme si la famille a été un endroit où il a pu se réfugier, mais comme je te dis, ça faisait pas. Il y a un manque d'équilibre à quelque part qui a été généré par l'énergie rouge et qui a contribué justement à ce que la pyramide soit coupée en deux. Fait que, écoute, il y a une force, il y a une détermination, puis on le voit parce qu'il a déjà mené cette bataille-là dans son jeune temps.
Mais c'est comme si l'artiste en lui, bien qu'il a besoin de se reposer, c'est une roue sans fin parce que tant et si longtemps que son chakra de la gorge n'est pas bien réparé, ben ça va monter, il va arrêter, là il va essayer de reprendre du poids de la bête, puis ça va casser souvent. Fait que c'est un problème de défragmentation de qui il est, Brian Adams, si je résume le tout, là. Et ça, en tant que fan qui l'a bien aimé, ben, dans mon cœur, j'aimerais bien formuler une intention qu'ils se rassemblent, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a quelque chose qui le retient en son âme de pouvoir entrer pleinement dans ses énergies et de s'habiter confortablement. C'est une partie de son pouvoir de lumière qu'il n'a pas accepté et qui est à la cause de cette défragmentation-là, de qui il est. Et ce que je vois, c'est que c'est un implant qu'il a mis dans le début de sa vie adulte, puis qu'il l'a toujours ralenti un peu à monter. Donc, je vais le bénir, je vais lui demander qu'il puisse trouver son sentiment de sécurité, non point au niveau de sa cellule familiale, mais plutôt en lui. Parce qu'on regarde ses deux reins en arrière, là, puis ils sont pas en bon état, ces deux reins. Ils sont crispés, ils ont rapetissé, sont asséchés. Alors, c'est une personne qui est très insécure et ça tire sur sa gorge. D'où le pourquoi, d'après moi, qu'il a été chercher une conjointe qui avait aussi de l'insécurité, tu sais, le miroir. Le miroir. Mais par exemple, écoute, je veux venir à une de ses filles, sa première, aller aussi un petit peu plus dans l'énergie jaune. Puis elle aime briller, puis elle aime chanter, elle a le talent de son père. Fait que ça c'est clair. Maintenant, ce que je vois, c'est que Brian essaie un peu de la protéger, puis de ne pas rentrer dans l'infortune de ce milieu-là, c'est-à-dire des musiciens, sa drogue, des gérants abusifs, qui a un milieu où il y a beaucoup d'alcool. Fait que je le comprends un petit peu de vouloir comme bien encadrer sa fille là-dessus. Mais ce que je vois au niveau de Brian Adams, c'est qu'il y a aussi une, une partie de lui qui considère les animaux et ça aussi, ça fait partie de ces nobles causes dans lesquelles il se sent impuissant, mais qui voudrait aider un peu plus. Qu'est-ce que tu as au niveau de ces causes? Dis-moi. Il y en a une grande liste. Il y a une fondation pour aider pour favoriser des meilleures conditions de vie. Il soutient lutte au cancer, la pauvreté, la paix, Croix-Rouge, éducation. Tu parlais des animaux. Ça soulignait entre autres les baleines puis les gorilles. Puis il y a une alimentation végane par respect pour les animaux. Euh, il a soutenu plusieurs concerts bénéfices pour aider les victimes de désastres naturels. Ça a été le premier chanteur à chanter au Pakistan après les attentats du 11 septembre aussi. Courageux. Puis, ben, fait intéressant, il a chanté aux Jeux Invictus qui étaient organisés par le prince Harry. Puis le prince Harry a réciproquement assisté à une exhibition de ses photos. Intéressant, intéressant. Écoute, je trouve que juste avec ce que tu viens de dire, tu résumes bien Brian Adams. Vraiment, bravo. Puis tu vois l'influence de son âme jaune, hein, quand tu as parlé, entre autres, là, la chose que tu as dit avant la Croix-Rouge, etc. Il y a le don de l'enseignement aussi, je veux juste le prononcer. Ça, c'est quelque chose qui est envisagé, puis probablement qu'il fait aussi, pas avec n'importe qui, mais à un certain niveau des cours de guitare, des cours de chant, des cours de scène, etc. Il y a une partie réalisateur en lui qui pourrait explorer. Tu sais, mettons que son chakra de la gorge n'arrive pas à reprendre le dessus, là. Il pourrait continuer à jouer à ce niveau-là. Mais le problème avec Brian Adams, c'est que tu sais, tu disais qu'il était vegan pour aider son immunitaire. Ben, son immunitaire, c'est quelque chose vraiment qui l'inquiète. Il y a une immunité plus basse. Il y a une fragilité, puis ça, écoute, je l'avais vu sur scène, quand j'avais été voir son spectacle dans les années fin 90, là.
On le voit que son handicap, ben, je dis son handicap, mais que cette faiblesse-là physique était perceptible depuis le début, puis d'où le pourquoi aussi qu'il n'a pas opté pour la carrière militaire. C'est comme s'il y avait un frame plus fragile ou quoi que ce soit, qu'il n'a pas pu aller dans cette direction-là. Puis artiste, ça le convenait bien parce que là, ça ne demande pas tant quand tu te pratiques avec ta guitare dans ton garage chez vous. Tu sais, fait que il a trouvé le moyen de gagner sa vie avec plus de paix. Ça, c'est intéressant. Écoute, dans l'évolution de Brian, je te dirais qu'il s'en va tranquillement, pas vite. Il y a les mauves qui ont commencé à le travailler. Il y a quelque chose qui a été bien fait par l'âme de Brian avec son jaune. Puis ce que je vois, c'est que son jaune est accompagné du cuivré, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi à moduler son caractère, son ego à un certain niveau pour le rallier à être qu'il est encore plus fort. Et à ce moment-là, les mots vont commencer à pas mettre le grappin dessus, mais il y a une toute petite brise mauve en haut de son énergie qui fait en sorte qu'il va davantage avancer vers le concept de transmutation, comme s'il avait été comme pas mal impuissant sur les niveaux où ce qu'il a touché et que là, la dose de mauve qui est venue à lui va l'aider tranquillement à faciliter son passage pour revenir à une sorte de sérénité au niveau de son ego. Et là, il y a des choses qu'il n'a pas acceptées en lien avec son père qui ont besoin d'être défaites. Il y a un problème au niveau de ses oreilles, de son audition. C'est peut-être même, écoute, une forme d'autisme non divulguée ou non diagnostiquée, mais à une première étape très légère qui amène des distorsions au niveau de ses deux oreilles, de la manière que c'est balancé en énergie. On voit que c'est pas harmonisé puis que ça y a apporté un certain type de problème qui pourrait ressembler à l'étape 1 de ce type de difficulté-là. Fait que c'est quelque chose qui a quand même été propulsé par son âme, qui était probablement inquiète de ne pas avoir la capacité de résolver plus que ça, malgré ses choix de vie puis ses implications. D'où le pourquoi qu'il y a eu la rescousse du mauve qui est venue l'embraser, si on peut dire, pour l'aider à ce qu'il soit secouru de ce sur quoi il s'est enfermé. Et qui a diminué, dans le fond, son progrès à un certain niveau. Fait que, il y a de la difficulté à lâcher prise, il y a de la difficulté à de l'acceptation et d'emblée, c'est comme un manque de courage par rapport à ces épreuves qu'il a lui-même créées. Et tout ça va s'absorber avec le mauve, tranquillement, pas vite. Donc, on peut, quand le mauve vient à toi, on peut dire aussi que c'est de façon plus loin que ta propre incarnation. Ça veut dire que dans sa prochaine vie, ce que je vois, son mauve va être plus fort, puis son jaune va être plus orangé. Fait qu'il va changer un peu de tal. Cela dit, il me dit, il garde son don de la guitare, puis j'ai vu des diamants après les doigts. Fait qu'il va être encore plus fort en guitare. Ça, c'est clair qu'il garde ça dans sa poche de don très, très près pour sa prochaine incarnation. Et tant qu'à aller en avant, j'ai été en arrière, fait que j'ai été capable de voir, mettons, 100 ans en avant, puis je regarde 100 ans en arrière, et il vient justement d'un parcours militaire où il avait de la tristesse, puis il y avait un genre de guitare, mais peut-être plus proche comme un ukulélé, moins de cordes, plus petit. Et ça lui permettait de s'évader, ça lui permettait de se contacter de cœur à cœur avec ses enfants à cette époque-là parce qu'il n'était pas souvent là. Et il chantait aussi. Il était plus dans une incarnation verte dans sa dernière vie. Ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est sa dernière, mais en tout cas, si tu recules de 150 ans en arrière. Fait que c'est peut-être pas pour rien qu'il est allé chercher un contrôle militaire par le lien de sa lignée familiale pour garder quand même certaines valeurs de discipline. C'est à ce niveau-là que ça s'est joué pour lui parce qu'il aurait été trop évasé avec les femmes, avec sa non-horaire, puis il aurait dérivé. D'où le pourquoi qu'en ancrant un petit peu une forme de rigidité et de discipline à un certain niveau, ça lui a permis de canaliser son orgueil à pouvoir bien mener son vedettariat,
sans trop s'enfarger dans les fleurs du tapis, parce qu'il aurait pu, à cause des grosses quantités d'alcool qu'il a consommé. D'accord. Comme deuxième trame, tu as choisi All for Love, qui chante avec Rod Stewart et Sting. Ben, tu sais, on a parlé de Robert Downey Jr., puis on avait mis un extrait avec Sting. On a parlé de Charlie Sheen à la fête des pères, puis écoute, Charlie Sheen joue dans le film de Walt Disney qui s'appelle Les Trois Mousquetaires avec Chris O'Donnell, puis Oliver Platt, puis Kiefer Sutherland. Fait que ça aussi, c'est un film classique vraiment inégalé parce qu'ils ont fait plein de films de mousquetaires après, mais jamais à la hauteur de ce film-là. Et puis, ben, c'est la trame sonore, évidemment. All for One, qui a été un immense succès aussi et qui continue à motiver les gens qui captent cette fréquence-là. Donc, pour moi, ça a été un autre succès de sa carrière, un trésor incommensurable. Il a légué un autre don au niveau de l'histoire. Et puis, mine de rien, les Canadiens français et l'histoire de la France, ben, c'est important pour Brian. Fait que il se sent bien, j'ai l'impression, quand il vient au Québec, il aime bien les francophones, qui est au courant de l'histoire de la France aussi, en même temps, de ses descendances. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été un professeur d'histoire dans une université, ce que je vois dans une ancienne incarnation, et qu'il y avait une passion justement pour cette partie d'histoire-là. Alors, je trouvais ça bien que ça se retrouve dans un projet qu'il a fait dans cette vie-ci, de mélanger les parties de l'histoire avec son art de la musique. Et puis là, ben, il est allé chercher des alliés solides, dont Rod Stewart puis Sting. Puis les voix elles se mélangent très, très bien. Puis il y a une belle force. Puis écoute, c'est génial comme chanson. Et elle est dans ma playlist depuis qu'elle est sortie. D'accord, parfait. En fait, cette chanson-là est significative aussi parce qu'il l'a chantée au mariage de Tina Turner. Ils ont, Oh! ils ont aussi chanté It's Only Love ensemble. Puis au funérailles de Tina, il devait chanter, mais il y avait la COVID. Mais il a quand même dit Je serai éternellement reconnaissant pour notre temps ensemble en tournée, en studio et en tant qu'ami. Merci d'avoir été une inspiration et d'avoir partagé ta vérité. Oui, ben, il y a une force entre la philosophie de Tina Turner et de son histoire qui est venue dans le cœur de Brian Adams. Puis je vois aussi une interférence au niveau de sa gorge. Donc, c'est comme si c'était un leitmotiv pour pouvoir aider son chakra de la gorge, le contact avec Tina Turner. Il y a eu une aide là-dessus. Oui, je comprends sa déception de ne pas pouvoir chanter pour une femme qu'il a vraiment admirée. Mais quand tu regardes le contact de Tina avec Brian, c'est une énergie verte émeraude qui se dégage des deux. Alors, c'est comme s'il y a eu un effet de guérison puissant entre les deux âmes, que le verre a dominé de ce contact-là, de cet échange-là. Puis Brian, ça lui a permis de se rapprocher davantage. C'est pas qu'il y a un problème de confiance, mais avec Tina, il n'y en avait pas. Comme s'il y avait une confiance d'emblée qui s'installait des deux côtés. Puis ce que je vois, c'est aux alentours des années 1455, les deux font de la scène ensemble. Bon, c'est pas du chant exclusivement, je te dirais que c'est plutôt du théâtre avec quelques notes de musique, mais ils ont fait une tournée ensemble, ils ont déjà été acolytes, puis ils se sont soutenus, je vais le dire comme ça. Dans le cadre de leur tournée, ils étaient 5 en passant et ils faisaient des tournées comme des gens de nomades gitans qui arrêtaient ici et là faire leurs pièces de théâtre. Fait que, en plus, ce que l'âme de Brian vient de me dire, c'est qu'il a déjà été le grand frère de Tina dans une incarnation marocaine. Alors, ben là, c'était plus le don de faire de l'argent et du commerce, mais quand même, il y avait quand même des transactions en argent entre les deux. Fait que ce sont des âmes qui se sont reconnues, je te dirais, dans cette vie-ci, mais avec la portée et l'importance. C'est sûr que Tina Turner, son histoire est plus
dans une autre époque, mais en même temps, il y a une continuité, puis ça rejoint Brian. Puis là, tu vois, Brian vient de me dire qu'il a déjà été la femme de Tina. Donc, Tina homme, puis Brian femme. Fait que il y a déjà de nombreuses incarnations où ils ont été ensemble, donc ils se sont reconnus tout simplement. Puis je peux le comprendre qu'il a été vraiment déçu de ne pas pouvoir chanter à la sortie de Tina, tu sais. D'accord, parfait. Il y a aussi eu une grande amitié avec Lady Di, et puis d'ailleurs, il y aurait dédié une chanson qui s'appelait Diana dans les années 80. Ils sont fréquentés à quelques reprises, puis la première relation de Brian, Cecily aurait dit que elle avait mis un terme à leur relation en raison de ses fréquentations avec Lady Di. Euh, bon, premièrement, Lady Di est bleu cobalt, puis lui est jaune. Fait que déjà là, même s'il y a des accointances, c'est quelque chose qui n'aurait pas été génial à la longue. Fait que c'est quelque chose qui aurait été difficile à gérer. Puis moi, ce que je vois de Diana, c'est que son cœur a été fracturé, puis elle aurait pleuré. Fait qu'elle serait sortie de cette relation-là en larmes. Fait que c'est une bonne chose que ça n'ait pas vraiment été plus loin. Ce que je comprends, c'est que il y a un effet. La dit Diana me dit que Brian a déjà été un cousin qu'elle a aimé. En fait, un cousin lointain avec qui elle s'est mariée. Donc, probablement un mariage de force pour arranger la base de la famille. Je ne sais pas c'est dans quelle culture. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de vaches autour. Fait que c'est ça me donne pas le temps au niveau des vaches, mais ce que je vois, c'est que c'est quand même assez reculé. Probablement un contexte de troc ou de je sais pas trop quoi pour aider deux familles ou bref, il y a déjà eu une association maritale, mais consanguin, si on peut dire, avec le mariage entre guillemets forcé de deux cousins et cousines qui se marient pour la cause de la famille. Fait que déjà là, je dis pas que c'est une union qui a pas été heureuse, je te dirais c'est une union qui a été forcée, mais qui s'est développée une attraction et un magnétisme et une reconnaissance entre les deux âmes qui à cette époque-là était verte et orangée, orange pour le Lida et vert pour Brian. Fait qu'ils ont expérimenté des trucs à ce niveau-là, mais il y a une zone de confort parce qu'ils ont réussi dans cette époque-là à développer une forme de sécurité solide. Et j'ai l'impression que quand ils se sont rencontrés aujourd'hui, ben, dans cette vie-ci, ils ont pu palper justement cette solidité, cette sécurité secrète, mais qui est réconfortante. Fait que dans ce sentiment de réconfort, ben là, c'est plus facile d'aller au niveau de l'ouverture, de l'intimité et même du rose, de l'amour inconditionnel en soi. Fait que c'est comme si c'est deux emblèmes deux aimants qui ont été comme rapprochés, mais ça brusquait à un certain niveau Lady Diana, qui était pas prête à aller dans ce réservoir de réconfort-là, qui était plutôt limité. Donc, c'est une relation qui n'aurait pas pu fonctionner en passant, mais bon. Mais pendant que ça passe, le réconfort que ça apporte, des fois, c'est suffisant pour restaurer la paix. Puis dans le cas de Diana, elle était très triste dans cette période-là. Fait que c'est comme un genre de réconfort par rapport à la lourdeur de la structure monarchique de cette époque-là qui a tu sais, ça l'a soulagé ou libéré, ou en tout cas, lui a permis de sortir de la tête de l'eau puis de prendre quelques bouffées d'air, là. Parfait, merci. La troisième trame que tu as choisie, tu l'as mentionné tantôt, c'est Back to You. Ouais, ben c'est dans ses derniers albums qu'il a sorti, puis c'est la dernière trace qu'il a mis avant de se retirer. Et un excellent album, hein? Il a fait ça unplug, donc concert privé, enregistré, dernier CD. Puis Back to You, elle a quand même une drôle d'énergie qui amène à... C'est pas une chanson qu'on connaît, tu sais, ça n'a pas fait partie de ses grands succès comme Summer of 69 ou Cut Like a Knife. Là, tu sais, il y en a plein que j'aurais pu mettre, mais je trouvais que dans les dernières traces de Brian, tu sais, on a mis ses premières, mais là, je voulais comme mettre dans ses dernières traces. Puis Back to You, je sais pas pourquoi, elle m'a toujours rejoint dans le cœur. Fait que c'est mon coup de cœur, je voulais vous partager de lui.
Parfait. Il mentionnait que certaines de ses inspirations musicales plus jeunes, il y avait notamment Elvis puis Ray Charles. Intéressant, intéressant. Mais encore là, dans ses aspirations, c'est pas des âmes qui sont comme, tu sais, Ray Charles, là, il est vert, là, tu sais, puis Elvis, on peut comprendre. Ce que je vois, c'est le fait qu'il puisse chanter l'amour qui l'a amené. Il y a certains mots aussi, lesquels il s'est inspiré. Mais ce qu'il a peut-être aimé de ceux-là, c'était l'autonomie portée par la voix euh, tu sais, comme Rachel, il était peut-être plus vulnérable, il va taper un petit peu dans le miroir de la vulnérabilité de Bryan Adams. Pas au même niveau, là, je le conçois, puis pas dans les mêmes difficultés non plus. Mais en tout cas, ça a été deux hommes qui lui ont comme confirmé que malgré les difficultés et les contraintes et le prix fort à payer, il y a un moyen d'exister à travers la musique par la lumière. C'est là-dessus que je te dirais que l'influence, ça s'est fait. Parfait. Il a aussi fait un duo avec Barbra Streisand, I Finally Found Someone. Ah, puis ça, c'est un très bon film. On en a parlé quand on a fait Barbara Streisand, là, Un miroir à deux visages, là, avec Jeff Bridges. Puis c'est la trame sonore de la fin, mais en passant, je l'avais mis dans la trame sonore de Barbara Streisand, Enfin les Found Someone avec Bryan Adams, justement pour honorer ce film-là, dont Pierce Brosnan joue dedans aussi. Fait que c'est ça, je pouvais pas la remettre pour Brian, mais c'est à écouter. Allez juste voir l'émission de Barbara et vous allez avoir le lien dans la trame sonore. Parfait. Je vais conclure avec un dernier lien. Il a chanté un concert de Taylor Swift qui l'avait invité pour chanter justement Summer of '69. Puis il a dit plus tard que Taylor Swift l'a inspiré à réenregistrer toutes ses chansons pour pouvoir mieux gérer sa carrière. Écoute, je suis contente que tu dises ça parce que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'avait pas aimé. Et je sais pas qu'est-ce qu'il a pas aimé dans ce moment-là. C'était-tu parce que c'était une grosse apparition publique puis il était pas prêt ou sa voix était pas au top? Je sais pas qu'est-ce que il y a une partie de lui qui a pas aimé ce moment-là. Puis là, tu me dis, il a été inspiré puis de refaire toutes ses chansons pour sa carrière. Je te dirais que ben, tant mieux. Je suis très heureuse pour lui. Cela dit, c'est pas là où il est. Il doit se redéfinir dans qui il est maintenant, donc de réussir à remettre son haut de pyramide sur sa base, là, puis de se réinventer à nouveau, de lâcher les remixes des anciens succès. Il est plus là, ça fait de son temps, il est ailleurs. Et puis c'est là où l'espèce d'inspiration aurait dû se faire, c'est-à-dire de prendre en considération ses limites, d'où est-ce qu'il est rendu maintenant, et d'arriver à quelque chose de nouveau, lui, peut-être plus modeste, peut-être plus discret, mais de se réinventer puis de livrer à un autre niveau meilleur, c'est-à-dire que suivi l'innovation musicale depuis des décennies, là, puis d'arriver à du Bryan Adam nouveau. Moi, c'est là où j'aurais misé si j'avais quelque chose à lui transmettre. Puis c'est peut-être même de regarder quelque chose avec sa fille. Sa fille, elle a quand même des élans créateurs qui marchent très bien et qui pourraient aider son papa à débloquer ce qui marche pas au fond de son cœur et de lui-même. Fait qu'en tout cas, moi, je vais bénir ça sur ce scénario possible-là, mais en énergie, il est chambranlant, il a peur de l'échec, puis en même temps, il sait que sa santé n'est pas capable de suivre puis de rehausser, de repartir la machine. Fait que ça fait toute partie des contradictions qui le limitent dans le fond. Et je vais lui souhaiter de libérer tout ça. Ça vient d'une incarnation où est-ce qu'il a été banni, puis là, il essaie de revenir, puis c'est très compliqué. Fait que je vais demander à Mère Marie, dans la compassion, d'atténuer cette incarnation-là africaine qui vient interférer un petit peu dans son comeback d'aujourd'hui. Puis là, ben, tu vois, ça n'a pas été un bannissement aujourd'hui. Là, il n'a pas été sorti, éjecté du monde du show business. Là.
Fait qu'il y a quelque chose qui peut s'adoucir au niveau de son chakra de la gorge, puis on lui dépose un genre de miel pour l'aider à faire fondre des petits nodules qu'il a, entre autres au niveau de ses cordes vocales, ou je sais pas trop quoi, comme j'ai un petit miel qui va venir comme fondre de l'intérieur, puis soulager aussi des peurs qu'il portait au niveau de l'estomac. Et je l'accompagne dans la compassion, la bénédiction, et je lui dis un gros merci pour toute sa création, que c'est une âme qui a été très inspirante, parce que les Canadiens qui ont réussi justement à l'international avec des relations de Tina Turner puis de Lady Di, ben il y en a pas tant. Fait qu'elle a quand même réussi à réaliser quand même des belles choses, des beaux points culminants qui lui a permis, dans le fond, de servir la Terre et qui, à ce niveau-là, c'est un héros. Il y a ses médailles militaires à ce niveau-là. Fait que, merci Brian, sois béni, sois heureux, puis laisse ton mauve rentrer plus fort. Tu vas voir, ça va t'aider à décongestionner des espaces, qui va t'aider à prendre ta parole et à remettre ta pyramide sur le socle. Et ça va me faire plaisir d'aller te revoir parce que c'est vraiment un musicien que j'aime bien. Et puis, sois béni, sois heureux. Voilà. Eh ben, je souhaite bonne fête du Canada à tous nos auditeurs, auditrices. Merci d'être au rendez-vous à chaque semaine. Merci au groupe Focus de pouvoir créer cette merveilleuse émission. Merci à toi, Julie, également. Puis, c'est toujours un plaisir d'y participer également. Soyez bénis, namasté. À la semaine prochaine avec un spécial fête nationale des USA. Au revoir. Soyez bénis, namasté.